Bonjour. Je vais être un peu plus bref qu'Antoine, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à me dire et c'est très agréable de l'entendre, toujours aussi enthousiaste que sur les... Non, ah, c'est l'âge. Bon, on va essayer de... Ça va pas mal. Il faut laisser la voix chauffer un petit peu. Donc je disais que c'était intéressant de repartir à partir de cette lecture analytique du rapport Bachelet-Jacquat. Et je vais probablement ne pas partir un peu de cet angle-là, tout en étant un peu dans le climat, dans cette ambiance. Mais avec peut-être autre chose, une autre vision qui est pas seulement de ces mesures ou de ce qui est décidé pour le vieux migrant, mais de la personne elle-même, d'entendre un peu les gens sur ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils sont en train de devenir, ou de comment ils vont finir. Vous voyez, donc partir plutôt du vieillir comme tel, de la vie de vieillesse, plutôt de cette lecture qui nous a valu donc un certain nombre d'auditions et j'ai disais à ça dans un petit bout de papier que je suis effrayé et en même temps très vigilant de la manière dont finalement cette vie de ces vieux migrants a été littéralement enfermée dans un corpus juridico-administratif. Voilà. Et puis, à la limite, même d'une manière dangereuse, nous, on apprend ces TPC de sorte que finalement, on les a presque déshumanisés. On a des gens qui ne dorment pas, qui ne mangent pas, qui ne marchent pas, qui ne font rien. Passent leur journée à surveiller la carte séjour. Je crois qu'il faudrait peut-être que cette dimension aussi y apparaisse. Et j'ai l'impression que, d'une manière presque involontaire, ceci étant, le corpus juridique administratif et la lecture dont donnait acte Antoine est extrêmement juste, justifié et légitime. Je ne le conteste pas. Je dis qu'il faudrait, chemin faisant, ne pas perdre de vue que nous avons des hommes et des femmes qui seraient concernés par les mêmes problèmes, les mêmes réalités de la vie quotidienne que nos concitoyens non immigrés. Et que par conséquent, ces éléments-là, il faut aussi les dire. Ne pas pouvoir marcher est un problème aussi important que le titre de séjour permanent. Ne plus voir, ne plus pouvoir monter son escalier est aussi important. Et ce sont ces réalités-là aussi qu'il faudrait peut-être interroger, questionner. Et ne plus simplement ne livrer qu'à cette bataille, tout simplement où il n'y ait que des questions autour du droit légitime. Donc encore une fois, mon regard n'est pas celui du juriste ni du politologue, mais le regard du bricoleur de terrain, très attentif à la manière dont les gens sont en train de vieillir autour de nous. Et c'est pour ça que je remonte un peu à la source, je n'ai pas d'une vocation d'historien, mais tout simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde un peu plus attentivement, nous avons encore des gens qui sont encore transbahutés, qui sont encore tiraillés entre deux problématiques affreusement difficiles à décortiquer, qui est celle de ce fameux projet migratoire qui était à l'origine même de toute immigration, et ce qui est aujourd'hui légitime, le droit à un projet de vie, le droit de s'opposer, le droit de voir ses besoins et ses attentes pris en compte comme n'importe quel autre personne âgée. Et je crois que c'est tout la difficulté. Et là, probablement que les acteurs associatifs me comprendraient un peu plus, me comprendraient un peu mieux, dans la mesure où, lorsqu'il y a tout un travail d'accompagnement qui se fait aujourd'hui, et qu'effectivement, c'est à travers même cet accompagnement qu'il y a lieu de décompter, de débusquer finalement tout ce qui relève finalement de l'improbable ou de l'impossible à advenir, qui est finalement cette histoire de ce projet migratoire, et le légitime et le nécessaire qui est aujourd'hui comment vivre, comment continuer à vieillir dans l'Hexagone. Je crois que c'est tout le problème, avec une lecture un peu plus basique qu'on aurait voulu, à la limite, qu'on ne parle plus de projet migratoire. Ben ça y est, c'est fini. À partir du moment où on parle de vieillesse, si on parle de fin de vie dans l'Hexagone, ben c'est fini le projet migratoire. Il est ramené aux oubliettes. Sauf que les gens le rappellent. Et là, on peut trouver, parce que l'une des revendications qui est la liberté de circulation, est aussi, se nourrit de cette
impossibilité ou de ce tiraillement que les gens ont encore avec ces contrées d'origine d'où ils étaient partis il y a très longtemps. Et puis on peut dire simplement que on pourrait presque appeler ça des résidus de ce projet migratoire, des résidus presque légitimes. L'attachement, les liens, sans perdre de vue tous ceux qui sont morts, tous ceux qui sont rentrés définitivement au ordre. Il y a aujourd'hui un télescopage permanent, et d'ailleurs du reste, si on regarde rapport au-delà même du rapport, tout ce qui est aujourd'hui presque proposé ne permet nullement de poser définitivement les gens ici. Tout ce qui est décliné, ne serait-ce que la fameuse prestation dont on n'a jamais vu apparaître un peu les décrets d'application, elle n'est pas destinée à pouvoir leur faciliter la vie ici, mais pouvoir aller pousser encore un peu plus vers l'extérieur. Donc vous voyez, il y a une difficulté à pouvoir dissocier donc, ce qui était donc les survivances de ce projet migratoire et ce qui est aujourd'hui, ce qui doit être aujourd'hui contenu dans un projet de vie. Nos concitoyens non immigrés ne passent pas leur journée devant les piquets de préfecture à réclamer le titre de séjour, mais on prête l'oreille à ce qu'ils souhaitent, à leurs attentes et à la manière dont la vie et à la manière dont leur santé également puisse continuer ou soit prise en compte ou autre. Alors je voudrais dire tout simplement que par projet de vie, nous entendons tout ce qui se décline aujourd'hui comme facilité, comme moyen à mettre à disposition des personnes vieillissantes dans ce pays qui compte un nombre très important de personnes âgées. Et moi, mon souci, c'est comment faire pour que ces vieux puissent aussi trouver leur place le plus basiquement du monde, le plus ordinairement du monde, le plus naturellement du monde, dans l'ensemble de ces politiques publiques mises en direction des personnes âgées dans ce pays. Et là c'est autre chose, c'est une autre paire de manches. C'est pour ça, je ne voudrais pas être incompris, je ne proteste pas l'idée que l'accent soit mis sur la nécessité de pouvoir assainir les situations matérielles, mais chemin faisant, être aussi attentif à ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Et je crois que là également, donc, en 2010, dans une autre vie, semble-t-il, le ministère de l'ancien secrétaire d'État aux personnes âgées avait commandé un rapport au professeur Alain Franco et sur ces questions du vieillir. Alors, j'ai jeté un œil un peu sur ce document et j'en ai retiré juste une petite phrase qui pourrait peut-être, qui montre un peu ce sur quoi je reste un peu très attentif. Et il disait dans ses conclusions que vivre chez soi est donc une liberté revendiquée massivement par les aînés. D'ailleurs, du reste, les vieux immigrés veulent rester chez eux le plus longtemps possible. Et comme toute liberté, elle comporte une part de risque. La responsabilité des pouvoirs publics est de faire en sorte qu'elle puisse s'accomplir dans les meilleures conditions. L'adaptation des politiques publiques aux nouvelles réalités démographiques et au souhait massif exprimé par les aînés de vivre chez soi est donc une nécessité. Par 2010, c'est bien avant le fameux rapport Bachelet et Jacquat qui nous intéresse, mais on avait déjà une amorce de quelques petites choses dans lesquelles nous essayons à longueur de temps de vouloir faire rentrer ces vieux émigrés de sorte que leur vieillesse soit également entendue et prise en compte. Alors, voilà un peu dans cet élément, ce qui m'intéresse à partir d'un regard gérontologique, les éléments qui structurent un projet de vie. Voilà. Ici, il est de tradition que pour toute personne vieillissante, eh ben, on se met à côté d'elle et on lui demande quel est votre projet de vie ou comment on peut vous aider à avoir un projet de vie. Oui, un projet de vie, un projet d'avenir. C'est-à-dire qu'on estime que les gens ont encore des années à vivre et que par conséquent, il faudrait faire de la place, il faudrait tenir compte un peu de leurs attentes. Et là, si on ramène ceci à nos vieux immigrés, ben, on va essayer de voir est-ce que, à travers ce pot commun de dispositifs, nos vieux immigrés puissent trouver leur place, ou ont une place ou non, et bien là, chacun se fera une idée. Mais en tout état de cause, voilà, lorsque nous essayons de comprendre les appréhensions ou les perspectives sur lesquelles il faudrait articuler les actions, et bien on procède de cela. Donc, première, l'état physique. Qui veut dire finalement l'état de santé, alors que les gens
ont payé un lourd tribut, plus que d'autres, avec d'autres également, bien entendu, à tout ce qui est perte d'autonomie, à tout ce qui est risque patent de dépendance, au regard finalement de toute une vie professionnelle qui est extrêmement cabossée par des pénibilités et autres. Puis, il y a le deuxième élément qui est aussi l'état psychologique. Effectivement, plus que jamais, à ces âges de la vie, le déracinement impacte la façon de vivre. Il y en a des exemples très simples dans les pratiques gériatriques et gérontologiques. Lorsque les gens sont astreints, tout du moins condamnés à rentrer ou intégrer les institutions gériatriques, beaucoup ne survivent pas très longtemps. Ils sont un peu concernés par ce qui est, enfin, délicatement appelé un syndrome de glissement. Le syndrome de glissement, c'est de se laisser mourir presque. Se laisser abandonner, ne plus se laver, ne plus se ranger, ne plus manger, et ainsi de suite. Je crois que nos concitoyens, nos vieux émigrés, sont aussi, ne sont nullement à l'abri, donc de ce type de difficultés qui peuvent rencontrer leur parcours. Et à plus forte raison, ce public un peu extrêmement fragile, extrêmement vulnérable, qui vit dans cette espèce de situations artificielles que sont un peu les célibatarisés. Donc vous ne viendrez pas. Il faudrait rester un peu sur un propos très général. Ceci n'est pas destiné spécifiquement aux gens du foyer. Ceci est les règles élémentaires qui concernent toute personne vieillissante et dans lesquelles ces vieux devraient normalement pouvoir trouver leur place. Donc, un état physique, je reviendrai un peu dans la diapo après, un état physique, un état psychologique, un statut social, et là ça nous revient à quelle citoyenneté. Qu'est-ce que vieillir dans sa commune? Quelle est la place que réservent les communes à ce public-là? Comment les gens participent ou ne participent pas? Comment les gens sont pris en compte dans l'ensemble des politiques locales destinées aux personnes âgées? Là, un peu un autre aspect. Et puis, bien sûr, il y a l'aspect matériel, sur quoi il est vrai que l'articulation est importante en termes de revendication, et de recouvrement de droits. La diapo, celle-ci nous ramène vraiment au creux de ce qu'on appelle les pratiques gérontologiques, c'est-à-dire de ce qui se fait, de ce qui se met en place en direction des personnes âgées et dans lequel il est nécessaire et même de plus en plus urgent que les gens puissent pouvoir y trouver leur place, à côté finalement de tout ce que nous avons dit en termes d'accompagnement social ou juridique. Premier, plus que jamais, l'ennemi numéro un du vieillissement, c'est la dépendance. L'impossibilité d'ouvrir sa porte, l'impossibilité de marcher. Je disais tout à l'heure que marcher, c'est pas seulement être mobile. Marcher, tout simplement, faire 4 pas et ne plus pouvoir continuer, devient un vrai problème qui a besoin aussi d'être accompagné et d'être pris en compte. Préserver l'autonomie, là, c'est aussi également un élément des plus importants. Et alors l'autonomie, à la fois l'autonomie physique, et l'autonomie sociale, et l'autonomie psychique, et également. Et puis, ça nous ramène à promouvoir une politique, quelle qualité de vie. Et là, on revient à chacun autant qui nous intéresse, c'est pas le questionnement que je me pose. Nous avons aujourd'hui, à l'intérieur, contrairement un peu à si on prenait en compte la situation de nos aînés non immigrés, où tout le monde vit chez soi, à l'exception donc finalement de ceux qui sont un peu concernés par des états extrêmement sévères de perte d'autonomie qui réintègrent les institutions, nous avons un double ratio, donc celui de ceux qui vieillissent en famille et celui qui finalement de ceux qui sont un peu dans ces situations artificielles. La vieillesse de ceux qui vivent en famille, qui constituent la majorité, je rappelle quand même que la population célibatarisée ne représente que 10%, et que les recensements de la population nous montrent que nos concitoyens immigrés, la majorité continue à vivre dans le défi. Et que par conséquent, il est même dangereux d'enfermer la lecture des besoins ou de ce qui est de ce que nous sommes amenés à mettre en place concernant cette seule latéralité de ce public extrêmement difficile qui est donc dans les foyers. Donc la population vieillissant chez soi est aussi concernée par ces problèmes de qualité de vie.
comprend pas beaucoup les gens sur vont-ils continuer à vivre chez leurs enfants ou pas? Sont-ils indépendants ou pas? Prennent-ils en charge leurs enfants ou pas? Leurs enfants prendront-ils en charge chez eux ou pas? Voilà un peu tous ces problèmes. Pourquoi ceci? Ceci est important puisque nous estimons que ces gens-là doivent pouvoir aussi accéder, bénéficier à l'ensemble des dispositifs. Qu'on arrête de nous dire que les immigrés aiment bien leurs vieux parents qui s'en occupent. Il y a des difficultés. Il y a un moment donné où il arrive que les forces physiques s'épuisent et qu'on a besoin d'utiliser l'ensemble des dispositifs qui viennent alléger la vie, qui viennent donner un petit coup de pouce pour permettre à une ménagère de souffler ou pour permettre de gérer finalement des situations devenues de plus en plus lourdes. Donc, ces interrogations, ils devraient peut-être un peu faire très très attention parce qu'on a l'impression que nos vieux immigrés aussi, et on s'épargne l'honnêteté de nous interroger. L'honnêteté de nous interroger, qu'allons-nous faire de nos vieux parents? Qu'allons-nous faire d'un grand-mère devenue impotente ou d'un grand-père qui ne peut plus se lever? Et je crois que c'est du réalisme de pouvoir échapper à ce stigmate ou à cette espèce de stéréotype qui nous renvoie toujours à une empathie ou à une chaleur humaine dont nous n'avons pas le monopole plus que d'autres, mais qui évacue d'une certaine façon toute possibilité de pouvoir vieillir sereinement et disposer de tout ce qui vient alléger ou faciliter la vie dans ce pays. Donc voilà, de mon regard un peu gérontologique, je dis aujourd'hui qu'il y a un certain nombre dans le pot commun de la gestion du risque d'un mauvais vieillissement, il y a un certain nombre de dispositifs dans lesquels nous devons prendre de plus en plus l'habitude de voir émerger ne serait-ce que notre réflexion, ne plus nous contenter simplement de porter l'accent simplement sur ces difficultés criardes qui sont un peu le rétablissement dans les droits, mais aussi intervenir sur ces éléments de la vie courante, ces éléments qui font aussi qu'une personne puisse être bien ou en difficulté dans sa vie de tous les jours. C'est pourquoi je disais finalement, puisqu'il y a des motifs qui s'appellent le vivre ensemble, là, vivre ensemble, nous ensemble depuis très très longtemps, mais non, c'est le mieux vivre qui devient un enjeu. Et cet enjeu-là doit se faire à la fois par une prise en compte de ces droits légitimes, mais en même temps en étant très très vigilant sur ces interrogations de factures strictement gérontologiques et qui ont besoin d'être prises en compte, sans quoi nous en douter. Voilà.